Il y a du bruit, il y a du vent. Donc je le referai peut-être en studio, hein, mais beau point de vue. Ils en montent combien? 6? 2 mortiers et 4 de 16 livres. On est parti. Bon, alors là, je suis au camp de l'Union. Au camp de l'Union qui aujourd'hui est un parc naturel du fort de... Serra-d'Envaquier, merci. Allez. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, on va faire un épisode un peu spécial. Cette vidéo est tournée avec des passages sur le terrain dans les Pyrénées-Orientales, où j'ai accompagné un doctorant qui travaille sur les campagnes des guerres de la Première Coalition. Et parmi ces campagnes déjà assez mal connues, on a la guerre du Roussillon, encore moins connue, de mars 1793 à juillet 1795, et qui oppose l'Espagne à la France révolutionnaire. Si on a fait ce voyage, c'était pour chercher des traces des combats et surtout des fortifications temporaires érigées par les deux camps. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour parler de ce conflit, certes mineur, mais avec ses spécificités assez intéressantes. Et puis on va essayer de profiter du côté terrain pour se donner une idée du point de vue qu'on peut avoir dans un espace de combat montagneux, la guerre en montagne ayant ses propres spécificités. Bon, vous m'en voudrez pas, c'est fait avec les moyens du bord forcément, donc on a des visions parfois limitées et puis ça se voit que c'était difficile pour moi. Mais bon, du fait de sa faible importance et de sa contemporanéité avec d'autres conflits bien plus retenus, la guerre du Roussillon est peu étudiée par les historiens. Donc de fait, j'ai pas beaucoup de sources à me mettre sous les dents et ça vieillit. Du coup, voilà comment ça va se passer. Dans cette vidéo, ainsi qu'une suivante, je vais essayer de vous montrer comment on a pu analyser les situations de combat qu'on a réussi à repérer. Avec les sources et les quelques livres, on a de quoi se faire une idée générale des événements. Mais ici, on essaie aussi de savoir ce qu'on peut trouver encore sur le terrain. Donc à chaque fois que je vous montrerai des points de vue, des lieux, des traces, ce sera dans le cadre de ce contexte classique. En gros, je vais vous décrire la guerre du Roussillon pour contextualiser les espaces qu'on va visiter. Et dans le même temps, ça va me permettre de vous montrer un peu la démarche, car on ne va pas quelque part au hasard, on s'appuie sur des cartes qui sont gardées aux archives. De fait, notre travail va se diviser en 3 étapes. Contextualisation, ici, analyse sur carte, issue des archives, et analyse sur le terrain. Et bien sûr, j'en profiterai pour aborder des sujets un peu plus de fond. Nous allons donc pouvoir parler de la guerre du Roussillon et de la spécificité de l'armée française qui arrête les Espagnols devant Perpignan. Mais on va aussi aborder les notions de fortification temporaire, beaucoup plus employées à l'époque que ce qu'on pourrait croire, la vie quotidienne des soldats, et en fonction de ce qu'on aura trouvé, on fera peut-être quelques apartés sur la guerre en montagne. Voilà, préambule terminé, maintenant parlons de la guerre du Roussillon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette guerre se déclare dans un contexte très complexe. En même temps, il s'est passé un petit truc qu'on a appelé la Révolution française. Disons que ça a créé quelques tensions. Bon, vous m'en voudrez pas, je vais pas rentrer dans les détails des différents courants politiques de la Révolution, des raisons des montées de tension, etc. Je vous fais un résumé rapide, mais gardez en tête que étudier le parti de la guerre en France comme dans les autres pays européens, ça mériterait déjà plusieurs vidéos. Donc le résumé que je vais vous faire là reste très sommaire. Déjà en 1789, les puissances étrangères ne cherchent pas vraiment à étouffer la Révolution. Elles voient cette dernière comme un élément d'affaiblissement de la France. Finalement, ça fait leurs affaires, des troubles internes français. Mais petit à petit, la tension augmente. Déjà, Louis XVI demande plusieurs fois aux différentes monarchies européennes de l'aide pour reprendre son pouvoir. Et de nombreux nobles français ont émigré à l'étranger et poussent les cours européennes au parti de la guerre, afin de rétablir une monarchie absolue en France. Ensuite, la remise en cause des privilèges du clergé et de la noblesse, ainsi que quelques annexions par-ci par-là par la France, crée de plus en plus d'incidents diplomatiques.
Si dans un premier temps la constituante veut éviter le conflit et conserver le roi, la fuite de ce dernier finalement arrêté à Varennes va rebattre les cartes. L'idée de république fait son chemin, ainsi que la volonté de diffuser les idées de la Révolution en dehors des frontières de la France. Et à côté, la Prusse et l'Autriche se préparent à intervenir. Ils signent ensemble la déclaration de Pillnitz, qui en réalité n'engage pas à grand chose, mais qui est vécue en France comme une quasi-déclaration de guerre. Elle pose donc un ultimatum pour que cette déclaration soit retirée, puis déclare la guerre au Saint-Empereur en la personne de Léopold II, archiduc d'Autriche, le 20 avril 1792. La Prusse rejoint la guerre un mois plus tard. Si dans un premier temps les armées françaises reculent, la bataille de Valmy mène les Prussiens au repli et renverse la vapeur. On analysera Valmy un autre jour, m'en veuillez pas. La France abolit la royauté et devient une république. Elle passe alors à l'offensive et ses armées avancent partout, notamment dans les Pays-Bas autrichiens où la bataille de Jemappes est gagnée. La situation militaire et politique, encore plus enflammée par l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, motive la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies à rejoindre ce qu'on appellera la Première Coalition en février 1793. Un mois plus tard, le royaume des deux Siciles, le royaume de Sardaigne, le Portugal et l'Espagne entrent dans la danse. Il y aura d'autres évolutions, mais nous allons laisser de côté l'ensemble. La guerre du Roussillon, qui nous intéresse, c'est la partie de la guerre de première coalition qui oppose les forces espagnoles aux forces françaises et dont la majorité des combats ont lieu dans le Roussillon. D'ailleurs, techniquement, c'est bien la France qui déclare la guerre à l'Espagne, mais bon. En fait, dans cette coalition, l'Espagne a une position assez inconfortable. D'ailleurs, pendant un premier temps, elle se contente surtout de faire l'autruche par rapport aux événements qu'il y a en France. Au point d'interdire aux gazettes locales de parler de la prise de la Bastille et des événements politiques en France. Cela s'explique notamment par le pacte des familles, sorte d'alliance entre les familles bourbonnes régnant en Espagne avec Charles IV et en France avec Louis XVI. Dynastie d'origine française, installée suite à la guerre de succession d'Espagne au début du XVIIIe siècle, et qui fait qu'encore aujourd'hui c'est un Bourbon qui règne en Espagne, mais passons. De fait, l'Espagne est devenue une puissance secondaire en Europe. Son État ne s'est pas modernisé, et plusieurs crises financières ainsi que des guerres ruineuses ont fait fondre son hégémonie des siècles passés. Certes, elle a encore ses colonies en Amérique centrale, du Sud et aux Caraïbes, mais sa marine n'est plus du tout de taille face à la Navy britannique. L'Espagne est donc très dépendante du soutien de la France pour maintenir son lien avec son empire colonial. Cela explique pourquoi elle a tant temporisé face à la Révolution. Tant que Louis XVI n'était pas mis en danger, disons qu'il préférait temporiser. D'ailleurs, de 1789 à 1793, la France n'est pas spécialement présentée comme un ennemi. Les idées de la Révolution sont vertement critiquées, notamment par le clergé, puissant en Espagne, mais ça s'arrête là. Et de leur côté, les Français n'ont pas vraiment d'un conflit avec l'Espagne non plus. Ouvrir un front supplémentaire alors que Prusse et Autriche mettent la pression, non merci. Tout est remis en cause avec l'exécution de Louis XVI. Le ton change tout à coup, et l'Espagne se fait à l'idée d'un conflit avec la France. Des préparatifs ont déjà commencé pour envahir le Roussillon. Une armée entre 35 et 41 000 hommes est d'ailleurs rassemblée en Catalogne pour passer les Pyrénées. Avec la signature de pactes défensifs avec la Grande-Bretagne, puis le refus de signer un pacte de neutralité avec la France, cette dernière lui déclare la guerre en mars 1793. Mais elle allait arriver de toute manière. Les Espagnols attendaient juste le bon moment pour pouvoir intervenir, genre après une grosse défaite française par exemple. Ils ont d'ailleurs largement l'initiative dans le début du conflit. En même temps, il faut bien avouer qu'en face, il n'y a pas grand-chose. En effet, en mars 1792, l'armée des Pyrénées compte 30 000 hommes, répartis dans les forteresses frontalières du Pays Basque jusqu'au Roussillon. Certes, la Convention nationale entend renforcer cette armée par décret, mais c'est pas très suivi. Aussi, ce sont plutôt les dirigeants locaux qui vont devoir s'adapter. Les généraux, mais aussi les envoyés en mission, sorte de commissaires politiques dotés d'un vrai pouvoir par la Convention. Ils représentent la nation et finalement le pouvoir civil, et veillent au bon respect de la loi et au maintien de l'ordre. En réalité, quand ils s'occupent d'une armée, ce qui n'est pas toujours le cas, ils gèrent surtout la logistique et l'administration. Et de fait, les représentants en mission, ils ont des missions bien définies. Donc un certain nombre sont envoyés dans les départements et d'autres dans les armées. On va difficilement pouvoir souligner toutes les finesses que ça implique, mais disons que les généraux ne sont plus les seuls maîtres des opérations. Ils ont sur leur épaule un représentant du pouvoir civil qui fait des rapports réguliers sur leur activité, ce qui peut jouer dans de futurs jugements potentiels.
Le politique entre dans les opérations militaires à travers ses représentants en mission. Bref, retenez que les forces françaises dans la région sont très faibles et peu organisées. En face, les Espagnols, on voit à peu près tout ce qu'ils peuvent. La première phase de cette guerre est donc une campagne où les Espagnols tentent de faire tomber cette première ligne de défense de forteresse dans les Pyrénées, tandis que les Français utilisent tant bien que mal le temps que leur fait gagner cette première ligne pour créer une force digne de ce nom. Le but des Espagnols, c'est Perpignan. En effet, si leur armée veut pouvoir tenir une position, elle se doit de s'emparer d'un ensemble cohérent, car elle n'aura pas la capacité logistique pour maintenir toute son armée dans les hauteurs pyrénéennes. Il lui faut donc faire sauter le verrou des fortifications des Pyrénées orientales. Les Espagnols avancent lentement du fait de difficultés logistiques et de sièges difficiles à écourter. Finalement, s'ils arrivent à occuper la majorité des chemins de montagne qui mènent vers le Roussillon, ils doivent laisser un certain nombre de troupes en chemin pour garder différents sièges. Tant et si bien qu'ils n'arrivent dans la plaine de Perpignan qu'à la mi-mai et avec environ 15 000 hommes. Là, ils tombent sur les premières forces françaises qui ont été récemment rassemblées dans un camp avancé au Masdéou. Si elles comptent également 3000 troupes, ces dernières ne sont pas entraînées et sont facilement bousculées par les Espagnols qui occupent alors le terrain. Et voici la première carte pour nous, c'est celle de la bataille du Masdéou. Alors il faut savoir que les cartes qu'on va vous montrer ont été faites par un ingénieur militaire quelques années après les événements, mais avant 1799. Et du coup, c'est quand même une source assez précise. Donc là, vous voyez par exemple le petit combat que c'était. Alors, on voit une tentative de mouvement des Espagnols pour passer sur la droite française. Ça ne devait pas être un très gros combat. Malheureusement, bon, quand on est allé sur place, même si on a été très bien reçu par le vigneron du Masdéou, qu'on remercie, il n'y avait rien. On voit vraiment pas grand-chose, donc je ne vais pas épiloguer. Leur général en chef, Ricardos, décide d'installer ses forces au Boulou et de se concentrer sur la sécurisation de ses arrières en prenant les forts. Prades des Mollos, Fort-les-Bains, Fort-la-Garde et Bellegarde. Il échoue à prendre Collioure, mais qu'importe. Il peut désormais tourner toute son attention vers Perpignan dès fin juin. Alors pour l'affaire du Puy-Goriol, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on a une très belle carte qui parle un peu de ça. Donc on va quand même analyser un peu rapidement les éléments. Donc vous voyez qu'en fait, Collioure est du côté de la côte. Elle a un camp à côté de sa citadelle qui est un camp rajouté sur le moment, qui s'appelle d'ailleurs camp de la Justice. Il y a le fort Saint-Elme au sud et on va dire au nord-ouest, il y a le Puy-Goriol qui est un renforcement sur une grosse colline. Et on est allé voir là-bas parce que, vous voyez sur la carte, les Espagnols ont tenté des attaques et se sont fait arrêter. C'était vraiment une position importante à tenir pour éviter les bombardements, comme vous allez voir. On est devant Collioure, là. Et vous voyez le fort au centre, c'est le fort de Collioure. À gauche, vous avez une extension autour de la ville. Et puis, normalement, le camp de la Justice était là. Donc un camp avancé, avec maintenant deux constructions qui datent du 19e siècle. Voilà, et ici, en fait, on est sur la colline qui s'appelle le Puy-Goriol, sur laquelle les Français vont arrêter très fréquemment, plusieurs tentatives espagnoles parce que c'était plutôt malin de se mettre là. En gros, vous voyez bien en fait que d'ici, c'est très facile de bombarder la ville. Aucun problème. Et du coup, les Français s'installent là, mettent des redoutes. Et on se demande d'ailleurs si je ne suis pas assis sur l'une d'elles. Ils mettent des redoutes pour contrer les Espagnols qui viennent du nord parce qu'ils n'arrivent pas à passer par Banyuls au sud. Et en fait, ça couvre la route qui est là. Et les Espagnols tentent une attaque de nuit, par exemple, et ils se font repousser lamentablement. Donc en fait, c'est vraiment l'intérêt d'une redoute avancée que de prendre une position sur une colline qui n'est pas censée être imprenable, mais qui au moins empêche l'adversaire, ici les Espagnols, à venir installer leur artillerie pour que ce soit trop facile de bombarder la ville. Donc Collioure arrive à tenir parce qu'il y a une redoute ici qui tient bien. Et en fait, on y reviendra, mais Collioure, il y a le fort Saint-Elme derrière moi là, qui existait déjà, et de l'autre côté, enfin juste à côté là,
on a le fort du Gommier qui lui n'existait pas. Et cette position nous intéresse parce que c'est d'ici que les Espagnols vont faire tomber le fort Saint-Elme pour ensuite aller au fort Saint-Elme pour bombarder Collioure de là. Donc vous voyez qu'en fait, les sièges à la fin du 19e, ça passe essentiellement sur le contrôle de positions par lesquelles on peut bombarder la ville et non plus par une approche méthodique où on peut assaillir la ville de très près. Bon bah je crois qu'on l'a trouvé, hein. Là on a toute une redoute, un gros truc. C'est dans les arbustes, là, en haut de la colline, ça couvre Collioure. Alors là c'est sûr parce qu'ici on a un poste de tir. Et oui messieurs, et oui mesdames, un poste de tir. Bah oui en fait, on se cache, hein, tranquille. On peut armer son fusil. Et on a l'impression un peu que les pierres sont choisies pour créer une ligne, pour quand même pouvoir poser son fusil. C'est un petit carré, hein. Mais quand même, l'effort est là. Va falloir voir le reste de la structure parce que là, il y a de quoi dire. Bon, là, on est sur la fin du mur, qui fait un angle comme ça. Et alors, c'est une remarque qu'il faut que je fasse quand même. Vous voyez, là, je suis sur des vignes. Il y a pas mal de redoutes qui ont certainement disparu à cause des vignes. Parce qu'on a compris en parlant un peu aux habitants du coin qu'il y avait vraiment des vignes partout dans les années 50-60 et ça défonce tout. Et en plus, et ça c'est un autre truc, ça fait des terrassements avec des petits murets comme ça qu'il ne faut pas confondre du coup entre les redoutes et les terrassements de vignes. Là, ce qui nous permet de dire qu'on est sur une redoute, c'est la forme globale et le poste de tir qu'on a trouvé. Parce que sinon, ouais, il y aurait du doute. Hein, parce que je vous montre, enfin, je veux dire... vous voyez que là, voilà, les terrassements, ils sont là. Et c'est la même chose. Hein. Puis derrière, Collioure. Ah, c'est beau. Hein. Ah, on ne se lasse pas. D'ailleurs, regardez, là, c'est le fort du Gommier, qui n'existait pas à l'époque. Là, c'est le fort Saint-Elme. Non, non, c'est pas mal. Pas mal, hein. C'est français. Ouais. Ah non, ils étaient déter. Non mais je veux dire, je fais 1m85, c'est... Voilà. Là pour y aller, c'est vite compliqué quoi. Et d'ailleurs, je remarque, ils ont peut-être fait une petite égouttière. Bon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant on va voir la structure générale si on y arrive, mais vraiment pas mal. Et alors, avec une petite vision par-dessus, on arrive à déterminer une petite structure, même si c'est pas super clair, avec notamment un triangle général dans lequel il y a le poste de tir dont je vous ai parlé. Et pareil, alors de l'autre côté, un peu plus proche de la côte, si on arrive à s'élever assez, on voit apparaître cette espèce de demi-cercle qui devait sûrement faire partie de la structure de la redoute. Et enfin... si on fait un petit tour sur soi-même en hauteur, on voit la disposition, en fait, l'ensemble du pays qui était dominé par la colline. Outre le fait que c'est un joli point de vue, on voit aussi que ça permet vraiment de contrôler les passages vers Collioure. Mais les Français ne sont pas restés là à rien faire. Déjà au Masdéou, les Espagnols se sont confrontés aux premiers fruits des efforts des différents généraux français, de Flers et Dagobert en tête, ainsi que des représentants en mission. En effet, en février 1793, la Convention nationale vote la levée de 300 000 hommes sur tout le territoire. Chaque département doit un certain nombre d'hommes, pris parmi les célibataires ou les veuves sans enfants entre 18 et 25 ans. C'est une levée de volontaires, même si, pour compléter les quotas, on tire parfois au sort. Cela sera complété en août 1793 par la levée en masse qui, elle, va carrément jusqu'à créer des désignations pour avoir encore plus d'hommes. La mesure crée des mécontentements et a son lot de difficultés. Je ne vous parle même pas du taux de désertion au départ très important, ou même de comment armer ces hommes. Pour vous dire, au début, on envisage sérieusement de les armer de piques. Mais à la fin, on peut estimer que cette levée apporte 150 000 hommes à l'ensemble des armées françaises, avant que la levée en masse n'intervienne en août, qui a un caractère plus obligatoire. Il y a un certain nombre de finesses à souligner, mais on ne va pas rentrer dans les détails. La levée est censée être un effort momentané, court, qui doit rassembler les citoyens en soldats pour défendre la nation. Ce n'est en rien la création d'une force à long terme.
Et l'armée des Pyrénées-Orientales profite de cette levée, grâce aux efforts des représentants en mission qui intègrent les nouvelles troupes arrivant des départements alentours. Il y a des difficultés, notamment du fait de la désorganisation des routes avec tous ces conflits et de l'appétit de l'armée des Alpes. Du fait de la faible importance du front des Pyrénées, ainsi que de la grande distance avec l'autorité centralisée à Paris, le Roussillon va parvenir à se défendre dans un premier temps grâce à un effort de guerre languedocien. Si le plus urgent est de remettre en état de défense les fortifications, ce qui est fait avant l'invasion des Espagnols, expliquant que ces derniers mettent plusieurs mois à arriver devant Perpignan, la suite, c'est surtout organiser les recrutements et l'intégration de nouvelles troupes. Je me permets de m'attarder sur ce premier temps car c'est un excellent exemple d'armée improvisée grâce aux efforts des pouvoirs locaux. Sous l'impulsion des représentants en mission, des réunions régulières sont organisées avec les autorités locales. Chefs militaires, mais aussi maires ou procureurs syndics du département, chefs ordonnateurs, je vous en passe. Le but est de coordonner les efforts, car une armée ne se lève pas simplement en recrutant des hommes. Il faut maintenir l'ordre public, mis à mal par l'invasion et par les courants contre-révolutionnaires, mais aussi trouver de quoi loger, nourrir, armer, entraîner les différentes troupes, enfin vous voyez quoi. Les autorités organisent également l'effort de guerre jusque dans la production. Un atelier pour l'habillement des troupes et un pour réparer les armes à Carcassonne, un atelier d'affût de canon dans l'Aude, mais aussi à Toulouse, quartier général pour la guerre du Roussillon, où on crée une poudrerie, une fabrique de baïonnettes, un arsenal et une fonderie pour canons. Cet effort de production n'a de véritables effets qu'à partir de 1794, mais c'est organisé à partir de cette première vague-là. Quoi qu'il en soit, cette coordination entre autorités civiles, administratives et militaires, couplée à l'effort de la levée, produit ses effets. 5000 hommes arrivent de l'Aude fin mars, et 6000 arrivent de l'Hérault en mai. La menace directe de l'invasion par les troupes espagnoles joue pour beaucoup. On parle de patriotisme de proximité avec des départs en corps. Des groupes se forment d'eux-mêmes et partent ensemble. D'ailleurs, ils se donnent souvent des noms qui sont reliés à leur origine géographique, comme la compagnie de Castelnaudary ou le bataillon des gardes nationaux de Carcassonne. Ajoutez à ça 5000 hommes de plus de la garnison de Narbonne avec des canons et l'arrivée du général Dagobert depuis l'armée des Alpes. On s'appuie aussi sur des troupes irrégulières locales, les Miclets, qui servent de guides, d'éclaireurs et de harceleurs. Et finalement, le comité de salut public à Paris arrange l'arrivée début juillet de 10 000 hommes en renfort. Réaction tardive mais salvatrice. Au bout du compte, si on retire les 10 000 hommes placés en forteresse, l'armée des Pyrénées-Orientales passe de moins de 5 000 hommes en mars 1793 à 21 500 en juillet. Bon, il n'y a pas de cavalerie et 60% des troupes sont des volontaires inexpérimentés. Mais il y a tout de même 1000 canonniers des côtes, de vrais pros pour le coup. Enfin, de quoi tenir une position défensive en somme. Mais rappelez-vous, c'est en juillet que Ricardos décide de s'en prendre à Perpignan. Mais avec tous ces sièges, l'occupation du territoire, quelques pertes, il n'a plus que 21 000 hommes à disposition, dont 6 000 cavaliers et 36 canons. Ainsi, les efforts languedociens, même si limités à long terme, et les ultimes renforts, ont permis de produire une force équivalente à celle qui se présente à eux en à peine 5 mois. Les Espagnols auraient été un mois plus rapides, Perpignan n'aurait certainement pas eu autant de défenseurs. Au lieu de ça, ils se retrouvent nez à nez devant un camp fortifié devant Perpignan. Ce camp fortifié est vu comme un excellent moyen de donner à des troupes sans expérience ni formation de quoi tenir moralement. Mais pas seulement. C'est aussi une manière de réduire les problèmes créés par les levées dans les villes et de réduire la désertion. Il y a plein de choses à dire sur les fortifications temporaires, ça mériterait beaucoup de choses. Et donc, pour le camp fortifié en avant de Perpignan, on a cette carte qui est quand même assez précise et qui permet aussi d'avoir des idées de proportion. Alors, vous avez déjà l'ensemble de la ville de Perpignan qui est fortifiée. Vous voyez que ce n'est pas une toute petite structure, avec des petits ouvrages avancés. Mais en fait, le camp, il est plus au sud et il est assez grand, comme vous voyez, avec des structures sur les différentes hauteurs qui sont vraiment pas négligeables. Et voilà, l'ensemble des troupes sont en dehors de la ville pour faire face aux Espagnols. Et c'est ce truc-là qui empêche les troupes adverses de venir s'installer proche de Perpignan, en tout cas dans un premier temps. En tout cas, les Espagnols vont tenter de prendre la ville. D'abord en essayant de contourner le camp début juillet, puis à travers la bataille de Perpignan le 17 juillet 1793. L'idéal serait de parvenir à déborder la droite française et d'installer une batterie d'artillerie sur le massif des Corbières pour bombarder Perpignan tout en ignorant le camp fortifié.
Mais il faudrait pour cela traverser la tête. S'ils essaient pendant quelques jours, les Espagnols abandonnent l'idée et se déploient finalement face au camp. Ricardos cherche à profiter de l'inexpérience des troupes françaises. Il veut les bombarder pour les faire partir en panique tout en réduisant au silence les canons adverses. Le 17 juillet, l'artillerie espagnole commence à faire feu dès 4 heures du matin. Les Français ne répondent pas jusqu'à 9 heures où ils commencent à tirer également. Les retranchements tiennent bon et à 13 heures, les Espagnols abandonnent et se replient. On compte moins de 200 morts dans chaque camp. Alors voilà, là c'est la carte de l'attaque du camp de l'Union, donc du camp qui est devant Perpignan. Et on voit aussi sur cette carte comment les Espagnols font leur propre camp pour s'installer et prendre un peu le temps. Donc ils sont autour de Trullas et de Pontella, un peu plus au sud. Oui, parce que le sud est en haut sur cette carte. Et vous voyez qu'en fait l'attaque, voilà, c'est une espèce de canonnade où ils viennent. Et ils n'arrivent absolument pas à passer. Donc ce ne sera pas par là qu'ils pourront s'en sortir. Mais vous voyez aussi l'effet du coup de ce camp en avant qui vraiment représente une espèce de blocage pour les troupes espagnoles. Bon, alors là, je suis sur le camp de l'Union, qui aujourd'hui est un parc construit à l'intérieur du fort du Serra d'Envaquer. Il faut voir un peu le truc. Vous voyez les drôles de cheminées là. En fait, ils ont fait un fort au même endroit que là où il y avait le camp de l'Union. Ça a été fait au 19e siècle. Donc du coup, on va avoir aucune fortification temporaire puisqu'ils ont rendu ça permanent. Mais vous allez voir que c'est une bonne position. Alors déjà derrière moi, au fond, je vais vous montrer, on voit la citadelle de Perpignan, la toute petite tour là. C'est une toute petite tour. Mais surtout, en fait, c'est bien foutu. Parce que derrière, quand on tourne, eh ben, c'est une superposition dominante sur toute la vallée de la Tête et du Tech. Non, non, c'est pas mal. Attendez, je vais vous montrer. Là, ici, on a le Boulou, voilà, avec la vallée du Tech. Alors que si on tourne un peu, juste regardez comme ça, on est toujours dominant. Et là, c'est la vallée de la Tête, avec la Tête qui du coup remonte comme ça jusqu'à Perpignan. Du coup, on domine Sarras. Et alors, les Espagnols, au niveau de la bataille de Perpignan, en fait, se placent, si vous voyez la maison juste là, sur la ligne de crête derrière. En fait, il y a une rivière là. Et il y a une ligne de crête derrière sur laquelle ils se positionnent. Donc c'est ça la portée des canons, en fait. Ils se canonnent à cette distance-là. Ce qui est assez loin. Voilà. C'est pas étonnant que les Espagnols n'aient pas tenté de monter, hein. Vous voyez, c'est vraiment loin, quoi, au niveau des champs là. Voilà, avec maintenant un superbe centre commercial devant. Voilà. Et pour se donner une idée un peu de la hauteur que ça pouvait représenter qu'un tel camp, voilà, si on prend du recul, on est assez haut, même si c'est difficile de savoir exactement comment le camp était fait, vu que maintenant il n'en reste rien et qu'on a construit quelque chose par-dessus. Une grosse bataille. Certains la comparent à Valmy, c'est-à-dire une canonnade sans grands effets qui ne résout pas des forces à peu près équivalentes à engager un véritable combat. Les Espagnols ne peuvent pas se permettre beaucoup de pertes avec les Pyrénées dans le dos, même s'ils en maîtrisent les voies. Et leur logistique est déjà mise à rude épreuve. Finalement, l'armée improvisée des Pyrénées-Orientales remplit son rôle. Mais ce n'est pas fini pour autant. Les Espagnols cherchent désormais à tourner les positions françaises. Ils en profitent pour augmenter leur contrôle de la plaine du Tech et parviennent finalement à traverser la Tête en prenant le camp de Cornellà. Ils s'emparent même de Pérestort en septembre où ils installent un camp et 12 000 hommes coupant Perpignan de Narbonne. Mais ce faisant, ils écartent grandement leurs troupes. Pour la deuxième fois, Perpignan est véritablement en danger. Mais l'armée française a eu du temps pour s'organiser et entraîner un minimum ses troupes, tandis que les Espagnols, eux, se sont dispersés. Ils ont également créé le camp de Vernet pour faire face à cette menace par le nord. Alors pour comprendre cette histoire de Pérestort et en fait du camp de Pérestort que les Espagnols vont construire, on a cette carte qui permet de voir Perpignan au sud et le camp des Espagnols au nord, donc qui est au-delà en fait du fleuve. Et on a aussi une carte un peu plus précise du camp en question. Voilà. Donc on voit que c'est quelque chose de relativement limité avec un parc d'artillerie qui est caché dans les collines et de fait il n'en reste pas grand-chose.
Alors là, on est sur le camp de Perestorte, et d'ailleurs, au fond, vous voyez Perestorte, avec sa petite église, église qu'on voit d'ailleurs directement sur la carte. Bon, dans l'ensemble, on va pas se le cacher, le camp est assez envahi par la végétation, on n'a plus de traces ni rien. Là, vous voyez, derrière les arbres, il y a le point de vue vers Sals, c'est la côte narbonnaise, donc c'est par là que les renforts français arriveront. Le camp continue par là, très clairement. Donc c'est un plateau en fait, hein. On est vraiment au-dessus des deux côtés. Et là derrière, le point de vue vers Perpignan. Et au-delà, vous voyez en petite ombre les Pyrénées. Voilà, après, le camp continue aussi de ce côté. Là, il y a un chemin qui a été creusé, qui ne devait pas exister en fait à l'époque. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on a un peu du mal à tirer des conclusions probantes. On ne trouve pas de redoute ni rien, on sait juste que c'était ici, parce que tout concorde au niveau de la forme. Ici, on est du point de vue sud. Donc le point de vue qui nous permet de voir Perpignan là-bas. Donc vous voyez, c'est encore trop loin. C'est clairement pas à portée de canon. D'ailleurs, les Espagnols devront s'avancer en fait. Ils s'avanceront jusque dans le Vernet, qui maintenant est un quartier de Perpignan. Vous voyez que ce point de vue, il est pas mal pour surveiller la ville. On domine vraiment toute une plaine et on voit quand même la pointe. Donc ça permet de contrôler un peu ce que les Français pourraient faire. Le problème, c'est qu'on est isolé puisque le camp des Espagnols est au-delà de Perpignan avec le camp des Français entre les deux. Donc bon, les hommes ici sont un peu isolés d'ailleurs, vous verrez après, mais ça va pas bien se passer. En plus de devoir tenir face à Collioure au sud-est et Montlouis au sud-ouest, les Espagnols ont désormais deux positions. Autour de Pontella, face au camp qui les a arrêtés précédemment, et à Perestorte, face au Vernet, mais avec dans leur dos le fort de Sals et Narbonne, où des troupes se sont réfugiées après l'arrivée des Espagnols. Les Français renforcent leurs arrières pour éviter un potentiel bombardement. Dispersés, les Espagnols apparaissent vulnérables, surtout qu'à Perpignan, les Français ont encore 20 000 hommes à disposition. Les représentants en mission échafaudent d'une attaque coordonnée pour profiter de cette dispersion et surtout réagir rapidement pour éviter que Perpignan ne soit trop menacé. Le 17 septembre s'engage la bataille de Perestorte. Les Espagnols se sont alors grandement avancés sur le Vernet et apportent même leur artillerie pour bombarder Perpignan. Mais 3 colonnes françaises composées avec des renforts du camp au sud parviennent à la repousser et même à s'emparer de leur artillerie. Les Espagnols se repliant dans leur camp à Perestorte, les Français voient là une occasion rêvée de pousser leur avantage en exploitant leur premier succès. Ils s'engagent donc dans l'après-midi contre le camp, tout en demandant de l'aide à la division positionnée à Sals qui arrive au soir par le nord-est. Leur intervention crée un surnombre dans la nuit face à des Espagnols déjà très désorganisés par les événements de la journée. Ils abandonnent le camp vers 22 h et se replient comme ils peuvent au camp du Boulou ou à celui de Pontella. C'est une vraie victoire française. Donc si on reprend la carte de tout à l'heure, en fait on voit que c'est une description de l'espèce de double bataille telle qu'il la nomme à l'époque du Vernet et de Perestorte, où d'abord les Français repoussent une tentative d'installation des Espagnols sur le Vernet pour bombarder Perpignan et profitent de leur avantage pour aller emporter le camp en passant, vous voyez, du côté sud-ouest avec des renforts qui arrivent du nord, notamment de Sals. Et c'est comme ça qu'en fait le camp se retrouve vraiment totalement isolé, avec des troupes qui sont désorganisées par leur première tentative et que les Espagnols doivent se replier en passant à l'ouest en faisant tout le tour. Mais pour définitivement sauver Perpignan, il faut encore déloger les Espagnols du camp de Pontella. La bataille de Perestorte a mis en déroute 10 000 Espagnols avec 3 000 pertes, dont au moins 1 000 prisonniers. Et elle a aussi donné 30 canons aux Français. Attendre leur permettrait de se réorganiser, alors que dans l'immédiat, le camp de Pontella a moins d'hommes que l'armée des Pyrénées-Orientales, 16 000 contre 20 000. Aussi, le général Dagobert organise son armée en 3 divisions et s'apprête à attaquer pour le 22 septembre la bataille de Trouillas. Avec une aile gauche forte, les Français s'élancent, mais c'est précisément cette aile qui prend du retard, permettant aux Espagnols de se concentrer sur leur propre gauche et de mettre en fuite la droite de l'attaque. Le centre français parvient tout de même à enfoncer son vis-à-vis, mais les ailes espagnoles parviennent à dégager de quoi contre-attaquer au centre. Finalement, les Français doivent se replier et accusent 3000 pertes. Oui bon, on fait pas manœuvrer des milliers d'hommes comme ça, hein. Si les troupes françaises commencent à avoir de l'expérience, ça reste des bleus.
Mais ça se démonte pas. Si le camp espagnol tient de face, le général Dagobert va lui faire croire qu'il est tourné. Il envoie plusieurs milliers d'hommes à Corbert et ordonne à ces derniers de tenir cette position et d'envoyer un détachement faire mine de menacer les arrières espagnols. En gros, 300 hommes vont faire du bruit dans leur dos, quoi. Eh ben croyez-le ou non, mais ça leur fout les miquettes. Conscient de son infériorité numérique, de la meilleure organisation de l'armée des Pyrénées-Orientales et de la dispersion de ses forces, Ricardos préfère se replier sur le Boulou après cette fausse alerte sur ses arrières, l'approche de l'hiver jouant également dans la décision. C'est ainsi que Perpignan, fin septembre, est complètement hors de danger. Bon, la poursuite va être rendue impossible par un défaut d'organisation, mais à la fin, les Français sont bien devant le camp du Boulou le 2 octobre. Un gros camp, bien organisé. Et là, je suis désolé, mais je vais difficilement pouvoir décrire ce qui s'est passé. Les Français essaient pendant tout octobre de prendre le camp du Boulou sans réussite aucune. Le camp du Boulou est bien retranché et maîtrise de manière étonnamment large les différentes crêtes par lesquelles les Français pourraient passer. Ces derniers tentent plusieurs assauts de front, puis sur les côtés jusqu'à Céré à l'ouest ou Montesquieu à l'est, sans réussite. Les combats sont visiblement rudes. Une dernière attaque frontale contre une redoute lui vaut même le surnom de « batterie du sang ». Les Français abandonnent. Alors pour vous donner une idée du dispositif général, voilà, ça c'est une carte qui est assez loin, puisqu'on voit l'ensemble en fait du théâtre quasiment, et le système de défense espagnol est en fait assez large avec plein de positions qui sont tenues et qui bien entendu est centré autour du Boulou, comme on vous le disait, qui est avec un vrai camp dont on reparlera dans le prochain épisode et qui a une partie assez un peu plus intéressante, on va dire, au nord-ouest, c'est la partie du Pla del Rey, avec plusieurs lignes de retranchement temporaire, où on a essayé d'en trouver. Malheureusement, on n'a pas trouvé grand-chose, mais voilà, il y a plusieurs points. Et il faut notamment retenir sur une première ligne avec la première redoute, la deuxième redoute et celle de la chapelle de Saint-Luc, qui va nous servir vraiment de repère pour faire des recherches. Malheureusement, on n'arrive vraiment pas à se repérer sur le terrain, qui est assez difficile, comme vous allez voir. Alors là, on est dans une position où en fait on a un point de vue assez général sur la première ligne du système de défense espagnol à la bataille du Boulou. C'est la gauche espagnole, donc en fait elle se concentre sur ce qui s'appelle le Pla del Rey. Vous voyez derrière moi, bon, je vous montrerai plus précisément, en fait il y a un premier système de redoute avec les cyprès. Ça se voit pas très bien, on y est allé. Pareil sur la colline en face. On ne voit pas grand-chose. Par contre, on a trouvé peut-être quelques photos qui montrent que c'était vraiment là. Ça peut être intéressant. Et puis au fond du fond, là vous voyez une toute petite tache blanche, c'est une église, et c'est Saint-Luc, autour de laquelle ont été construits quelques redoutes aussi pour tenir. Donc les Français vont tenter en fait d'attaquer ces positions à peu près par là. Ils ne vont pas y arriver du tout, mais de toute façon la décision sera prise bien au-delà parce que le Boulou est complètement de l'autre côté. Voilà, même si on prend de la hauteur, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose en fait. C'est une région qui est désormais complètement pleine de garrigues. On a quand même repéré une structure un peu particulière, assez promontoire. On ne sait pas si c'est la batterie du sang, on ne sait même pas si c'est quelque chose qui date de l'époque, donc on a vraiment du mal à interpréter. Mais si on se centre dessus pour faire un petit tour, voilà, on a quand même un beau point de vue de l'ensemble de la région qui était gardée par cette première ligne de défense sur le Pla del Rey, avec en arrière-plan quand même les Pyrénées. Voilà. On a eu aussi un autre espace alors où on a essayé vraiment de prendre de la hauteur. On était sûr que la redoute était là. Vraiment, au niveau des cartes, c'était très clair. On a vraiment cherché et il n'y a aucune structure qui se dégageait. Ça nous est arrivé 2-3 fois pendant notre passage, on n'a vraiment rien trouvé. Alors que, comme vous voyez ici, on a une carte assez précise des différentes redoutes des Espagnols dans cette région. Alors je vous ai fait retenir les 3 premières redoutes en haut à gauche, celle de la chapelle Saint-Luc et la redoute numéro 1 et la redoute numéro 2. Et il s'avère que des personnes qui habitaient là nous ont soufflé l'idée d'aller regarder sur l'IGN et les vieilles photos prises par-dessus. Et en fait, quand on zoome et qu'on s'appuie sur la chapelle Saint-Luc, eh ben, on voit apparaître effectivement une structure qui correspond quand même très précisément à la redoute numéro 1. Donc, en fait,
On était au bon endroit et elle était bien là. Ça, c'est une photo quand même qui date de 1962. Et quand on va un peu plus loin, sur le même site de l'IGN, qui est d'ailleurs très bien, je vous invite à y aller, on a pareil en 1995, même structure, elle est toujours là en 2000, et même en 2009, on l'aperçoit encore. Donc elle a disparu relativement récemment, ou alors on est vraiment passé à côté. Mais voilà, c'est un autre outil aussi pour regarder, vue du ciel, la structure apparaît. Par la suite, il tente d'autres attaques en passant par d'autres chemins, et c'est même de s'en prendre au port de Rosès en Espagne, mais en gros, on peut dire qu'ils échouent complètement. Pour être exact, ils attaquent sur 2 axes, dans la vallée de la Tête, en poussant vers la Seu d'Urgell, et du côté de la côte, en visant Rosès. On voit bien que le but est de trouver un passage contournant le Boulou. Dans les 2 cas, c'est un échec. Ils s'engagent tant et si mal que les Espagnols peuvent même reprendre l'offensive, notamment grâce à l'arrivée en renfort de 6000 Portugais. À la mi-novembre, ils tentent de nouveau des actions pour profiter de la désorganisation totale des Français qui ont globalement tenté trop de choses. Je vous la fais courte, mais en gros la gauche française est repoussée, ce qui ouvre aux Espagnols un espace pour retenter de prendre la côte, donc Collioure, avec l'aide d'une escadre par la mer. Alors voilà, là c'est la carte qui explique comment Collioure est tombé. Et en fait, vous voyez que le Puy-Goriol, finalement, n'a pas été pris. Hein. C'était pas vraiment le sujet. Ils sont passés par le sud en prenant le fort Saint-Elme. Et pour pouvoir prendre le fort Saint-Elme, vous voyez qu'ils ont bombardé le fort depuis une colline en face pour ensuite aller sur le fort Saint-Elme et bombarder Collioure. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre la ville. Bon, ce que vous voyez derrière moi, c'est le fort Saint-Elme. Voilà. Le fort Saint-Elme qui couvre Collioure, qui est juste là. Et alors là, vous êtes à peu près à la position où les Espagnols se sont mis pour bombarder le fort Saint-Elme, prendre le fort Saint-Elme, aller au fort Saint-Elme et bombarder Collioure. Voilà. Je ne sais pas exactement où c'est parce que j'ai plusieurs promontoires et je ne peux pas aller plus loin. Alors sachant qu'il y a quelque chose de marrant, c'est qu'au 19e siècle, il y a le fort Dugommier qui a été construit là-bas, soit un peu plus loin, soit sur la position où les Espagnols étaient. Donc il y a une mémoire, peut-être. Il va falloir que je cherche pourquoi on l'a construit et comment. Ça pose quelques questions en fait sur ce qu'on a trouvé au Puy-Goriol quand même. Donc je vous montre un peu. Alors vous allez avoir un contre-jour, vous m'en voulez pas. Hein. Donc là, au fond, le fort Saint-Elme, qui ma foi est très joli, très bien rénové, n'est-ce pas? Avec en bas Collioure, toujours aussi sympathique, mais vu de l'autre côté, un petit contre-jour des familles pour voir le Puy-Goriol. Et derrière, du coup, vous avez le fort Dugommier. Vous avez le fort Dugommier là-bas, que vous ne voyez pas, mais qui est un peu au-delà du truc. Alors je vais chercher quand même le pourquoi du comment de sa construction. Et alors vous comprenez assez vite en fait que la position Saint-Elme, Collioure permet vraiment de bombarder la ville. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que les Français vont faire pareil. Parce que les Espagnols prennent Collioure, et du coup après les Français doivent reprendre Collioure aux Espagnols, donc ils font pareil, ils prennent le fort de Saint-Elme, puis après ils bombardent Collioure qui se rend très vite. Mais ça va durer un moment. La chute de Collioure force les Français à se replier sur le camp de l'Union. Mais nous sommes en décembre. Les Espagnols ne peuvent pas pousser leur avantage, les opérations sont suspendues. Voilà, bon, je ne m'attendais pas à durer autant, donc je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, d'autant plus que l'année 1794 marque une nouvelle phase très différente pour la guerre du Roussillon. On a quand même vu pas mal de choses, mais je vais me permettre un petit laïus sur les camps fortifiés. Pas ceux qui servent à loger les armées, mais ceux qui sont construits au pied des fortifications. Vous avez remarqué, comme à Perpignan ou à Collioure, les armées ne se suffisent pas d'être dans une forteresse à l'abri. Perpignan notamment est pourtant une ville bien renforcée. En fait, à la fin du XVIIIe siècle, même si cela avait commencé avant, tout le monde se met à construire des camps fortifiés avancés. C'est vrai aussi dans le nord au même moment. En effet, une méthode de siège s'est alors généralisée, le bombardement. Tirer directement dans la ville, de quoi l'incendier, grâce aux obusiers notamment. On y reviendra un jour plus précisément. Ces bombardements ont un but, effrayer les civils de la ville fortifiée pour que ces derniers fassent pression sur la garnison, pour que cette dernière se rende, et ainsi écourter le siège. C'est assez efficace. Tout à coup, plus besoin de se la jouer comme Vauban méthodiquement.
Il suffit de trouver une bonne position, y mettre quelques canons et bombarder de là. Ce n'est pas pour rien que les Français se placent en avant sur le Puy Goriol à Collioure. Le but est d'empêcher une prise trop facile de cette position surélevée par rapport à la ville, d'où les Espagnols auraient pu facilement bombarder la zone. Et de fait, c'est ce qui arrive au second siège. Une fois que les Espagnols se sont emparés du fort Saint-Elme, ils prennent la position et bombardent depuis cette colline Collioure, qui ne tient pas bien longtemps. Et à Perpignan, le camp d'Union joue ce rôle d'interdiction de tout bombardement de la ville. Et l'arrivée des Espagnols à Perestot pousse les Français à protéger le Vernet, pour éviter un positionnement funeste de l'artillerie ennemie. Cela dénote un changement profond dans la dynamique des sièges et des fortifications à l'époque. Il ne suffit plus d'avoir des murs bien construits, bien dessinés tout autour de la ville, mais aussi d'en maîtriser véritablement les alentours. Durant le 19e siècle, on construit donc de petites structures capables de tenir des espaces vides en empêchant la mise en place de l'artillerie ennemie contre la ville. Le meilleur exemple étant le fort du Gommier, construit justement sur la position depuis laquelle les Espagnols ont bombardé le fort Saint-Elme, afin d'interdire, dans de futures guerres, l'emploi de cette position. Du Gommier d'ailleurs, qui n'est autre que le nom du général qui va prendre la relève à partir de 1794, à voir dans le prochain épisode donc. Bon alors là on est sur les bonus. Parce qu'on est dans la vallée de la Tête et la Cerdagne qu'on peut voir par là-bas, je vais vous montrer. C'est un théâtre secondaire de la guerre du Roussillon, donc je me permets de le faire un peu à part. Je ne vais pas trop contextualiser parce que c'est un endroit où les Français attaquent, les Espagnols attaquent. Enfin, ça sert surtout à faire diversion pour les deux camps, c'est pas très clair. Mais il reste qu'il se passe des choses quand même pas mal, donc on est venu voir. Donc là, je suis devant le point de vue de Villefranche, de la forteresse de Villefranche. Alors pour vous c'est flou, mais je vais vous montrer après. Donc la forteresse est là, et puis on a la ville ici. En gros, c'est une forteresse qui bloque la vallée de la Tête, tout là. Et en fait, les Espagnols passent par une autre vallée ici, pour pouvoir apporter des canons sur ces hauteurs. Alors on a regardé... La redoute devait être un peu plus haut par là, mais ils se mettent ici pour pouvoir bombarder à travers la vallée contre le fort. Donc ils étaient déterminés. C'était pas, donc le fort tombe assez vite, hein, on ne va pas se le cacher, même si les Français le récupèrent un mois plus tard. Donc c'est pas énorme. Donc je vais vous montrer quand même un peu plus précisément parce que le point de vue vaut le coup. Alors vous voyez là-bas, voilà, ça c'est le fort de Villefranche. Il est joli. Il est joli et vous voyez d'ailleurs, si on se concentre un peu, plus en contrebas, on a deux petites redoutes en plus, juste là, là et là. Et enfin, Villefranche, pardon. Et d'ailleurs, attention, je déplace la caméra. Quand on regarde, on a quand même un super point de vue dessus. C'est une ville encore avec son enceinte. Hein. Vous voyez, il y a des bastions encore ici et là. C'est quand même vachement joli. Et du coup, au-delà, c'est la vallée de la Tête en fait. Par là-bas, on repart en Espagne. Hein. Et en fait, là, vous voyez quand même de manière assez claire que la fortification et la ville bloquent complètement cette vallée. Donc c'est un point clé. Donc au départ, en fait, on partait de cet endroit pour observer. On voyait que c'était sûrement de ce promontoire que les Espagnols ont tiré sur le fort de Villeneuve. Et en fait, quand on regarde la carte qui nous a été donnée, c'est assez clair, quoi. Et c'est vraiment, en fait, par-dessus la vallée que les canons ont tiré sur le fort pour le faire tomber. Et donc on a cherché, on a fini par tomber sur un mur. Voilà. C'est une redoute. Bon, elle est prise dans un arbre. Donc voilà, là, je ne peux pas vous montrer beaucoup plus. On a mesuré, elle fait une petite trentaine de mètres. Vous n'allez pas voir le point de vue parce que maintenant il y a des arbres, mais c'est tout droit sur la forteresse de Villefranche que les Espagnols prennent en fait de ce point de vue. Là on ne la voit pas, mais je vais vous trouver un autre point de vue pour que vous ayez une idée de à quel point on surplombe la forteresse. En fait les Espagnols étaient assez déter, hein, parce qu'ils ont monté
selon les cartes et les sources, 4 canons de 16 livres et 2 mortiers. Donc voilà, fallait y aller, hein. On est quand même à 800 mètres d'altitude. Bon, maintenant il y a des arbres qui ont poussé dedans, mais c'est une vraie redoute. Donc vous voyez, elle est construite avec des pierres du coin, quoi. Donc un truc rouge que je connais pas, je regarderai. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire, hein. C'est impossible de se balader déjà rien que pour venir ici. Je sais pas si ça se voit, mais voilà. Alors là, on est allé à la colline derrière le point de vue espagnol sur le fort de Villefranche. Donc vous voyez le fort de Villefranche qui est au fond, je vous zoomerai après. Et là, la colline qui est derrière moi, c'est celle sur laquelle les Espagnols se sont placés pour bombarder. Et en fait ici, selon le panneau d'affichage d'information qui est à côté, et ben, il y a un fort qui a été fait pendant le 19e siècle, sûrement pour couvrir cette position que les Espagnols avaient prise, histoire d'éviter que Villefranche retombe trop facilement. Donc vous voyez là, vous avez un fossé. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, en bas, déjà vous voyez Villefranche. Hein, voilà. On voit de loin. Et puis après, si on se regarde là, c'est un fossé qui a tout autour du fort, qui lui-même a son petit, voilà, son petit renforcement. Et en fait, il y a le cœur qui est ici. Vous voyez là, il y a une entrée, là-bas aussi. Et en fait, ce fort domine pas mal la zone. Donc voilà, c'est assez joli. C'est assez joli. C'est pas exactement l'époque qui nous intéresse. Mais bon, ma foi, on va pas se priver. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme vous avez vu, la partie sur le terrain était un peu faite avec les moyens du bord. J'espère quand même que ça vous a intéressé. Et il y a un deuxième épisode qui arrive où on va pouvoir voir la suite de ce conflit avec d'autres aspects sur le terrain. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.